J'étais allongé sur un lit d'hôpital, me remettant d'une chirurgie d'urgence, quand mon père a appelé pour m'interdire de venir à la prochaine réunion de famille. Il a ri, affirmant que je gâchais l'ambiance. Il a oublié que j'ai payé pour son camion, l'électricité et la fête elle-même. Alors, j'ai tout annulé. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe. Assurez-vous d'être abonné pour voir la suite jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux, d'où nous regardez-vous dans le monde aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. L'odeur stérile de l'antiseptique me donnait toujours la nausée, mais aujourd'hui, c'était la seule chose qui me gardait les pieds sur terre. J'étais allongé dans une salle de réveil, le bip 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 régulier du moniteur agissant comme un métronome pour mon mal de tête lancinant. Je venais de subir une appendicectomie d'urgence il y a 3 heures. Mon abdomen me semblait être en feu et ma gorge était sèche comme du papier de verre. J'étais vulnérable, faible et désespérément seul. J'avais envoyé un message au groupe familial au moment où l'on m'emmenait en chirurgie d'urgence, « Je vous aime les gars ». 3 heures plus tard, alors que le brouillard de l'anesthésie commençait à se dissiper, j'ai attrapé mon téléphone d'une main tremblante, m'attendant à voir un déluge de messages inquiets. Peut-être un appel manqué de ma mère, Martha, ou un SMS de ma sœur, Rebecca, me demandant si j'allais bien. Il n'y avait rien, pas une seule notification. J'ai ravalé la boule dans ma gorge, essayant de me convaincre qu'ils étaient simplement occupés. Après tout, ils préparaient le barbecue annuel de la réunion de famille, un événement que je finançais chaque année. Peut-être était-il simplement en plein préparatif. Puis mon téléphone a vibré. C'était un appel. Papa. Une vague de soulagement m'a envahi. Thomas appelait, il avait dû voir le message tardivement. Je me suis raclé la gorge, essayant de paraître plus forte que je ne l'étais. Salut, papa, ai-je croassé, la voix brisée. Je suis sorti de chirurgie. Ça s'est bien passé, juste. Nicolas m'a-t-il interrompu. Sa voix n'était pas chaleureuse. Elle était forte, résonnant sur un fond de rire et de tintement de verre. Il n'appelait pas pour prendre de mes nouvelles, il était sur haut-parleur. Oh, ai-je dit, la confusion envahissant mon esprit. Salut. Tu as reçu mon SMS? Je suis à Saint-Jude. Le docteur a dit. Je n'ai pas appelé pour entendre parler de ton mal de ventre, Nicolas, a dit Thomas, d'un ton sec et méprisant. J'ai appelé pour parler de samedi. Samedi? Le barbecue? J'ai bougé dans le lit, grimaçant alors que les points de suture tiraient. Je serai peut-être un peu lente, mais j'espère sortir demain, donc je devrais pouvoir venir. J'ai acheté la poitrine de bœuf hier avant que la douleur ne commence, donc je dois juste. Ouais, à ce sujet, a-t-il coupé à nouveau. Cette fois, j'ai entendu un ricanement distinct en arrière-plan. On aurait dit Rebecca. Ne viens pas. Le silence s'est installé dans la pièce. Le bip du moniteur semblait devenir plus fort. Quoi? Ne viens pas, Nicolas, a répété Thomas, articulant chaque mot lentement comme s'il parlait à un enfant. On en a discuté ta mère, Rebecca et moi et on a décidé qu'il valait mieux que tu passes ton tour pour celle-là. Je ne comprends pas, ai-je chuchoté, serrant la barre métallique froide du lit. Est-ce à cause de la chirurgie? Papa, je peux juste m'asseoir sur une chaise. Je ne serai pas dans le chemin. Thomas a ri. C'était un rire cruel et sec que je lui avais entendu utiliser avec des télévendeurs ou des voisins qu'il détestait. Ce n'est pas la chirurgie, Nicolas. Mon Dieu, tu es toujours si dramatique. C'est toi. Tu es un rabat-joie, a-t-il dit froidement. Tu arrives avec tes tailleurs, tes histoires de boulot et ton emploi du temps. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Rebecca dit qu'elle se sent jugée chaque fois que tu la regardes. Martha dit qu'elle ne peut pas se détendre parce que tu es toujours en train de réorganiser la cuisine. On en a marre de faire semblant, Nicolas. Mon cœur martelait mes côtes plus vite que le moniteur ne pouvait le suivre. Faire semblant? Faire semblant de t'apprécier, a-t-il dit. La cruauté de la phrase est restée suspendue dans l'air, aspirant l'oxygène de la pièce. On est fatigué de faire semblant d'apprécier ta compagnie. Tu es rigide. Tu es ennuyeuse. Et franchement, personne ne veut de toi là-bas. Alors, comprends le message. Reste chez toi. On passera un meilleur moment sans toi. J'ai entendu la voix de Rebecca en arrière-plan, claire comme le jour, dis-lui d'envoyer la poitrine de bœuf,
par contre. Thomas a gloussé. Ouais, si tu as déjà acheté la viande, tu peux la faire livrer, mais ne te pointe pas. On en a fini avec ta négativité. Il n'a pas attendu de réponse. La ligne a coupé. J'ai fixé l'écran, la notification à appel terminé devenant floue alors que des larmes chaudes finissaient par couler sur mes cils. J'étais là, sur ce lit d'hôpital, ouverte et recousue, réalisant que la blessure physique n'était rien comparée à l'éventration que je venais de subir. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Pendant l'heure qui a suivi, je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Les infirmières sont venues vérifier mes signes vitaux, offrant des sourires compatissants en voyant les larmes couler silencieusement sur mon visage jusque dans mes oreilles, trempant l'oreiller. Elles pensaient que j'avais mal physiquement. Elles m'ont proposé plus de morphine. J'ai refusé. J'avais besoin d'avoir les idées claires. J'avais besoin d'analyser exactement ce qui venait de se passer aujourd'hui. Fatigué de faire semblant de t'apprécier. Les mots résonnaient dans mon esprit, tournant en boucle comme un disque rayé. J'ai fermé les yeux et laissé les souvenirs de la dernière décennie m'envahir. Je n'étais pas seulement la fille, j'étais l'architecte de leur vie. C'est moi qui avais pris le relais quand Thomas avait pris sa retraite anticipée parce que son dos ne supportait plus la chaîne de montage alors qu'il passait tous ses week-ends à jouer au golf. C'est moi qui avais payé les dettes de cartes de crédit que Martha avait accumulées avec ses loisirs créatifs ratés. C'est moi qui avais payé pour les 3 tentatives universitaires ratées de Rebecca et son style de vie actuel alors qu'elle essayait de devenir influenceuse avec 400 abonnés. J'ai regardé autour de moi dans la chambre d'hôpital stérile. Qui était là pour moi? Personne. J'ai déverrouillé mon téléphone à nouveau et ouvert mon application bancaire. C'était une habitude, un réflexe affûté par des années de gestion non seulement de ma propre carrière en logistique, mais aussi de la logistique familiale. J'ai fait défiler les paiements automatiques prévus pour les 3 prochains jours. Virement au compte joint de Thomas et Martha, $800, allocation course service public. Ford Credit, $650, paiement du bail pour le FSN 50 de Thomas. Verizon Wireless, $240, forfait familial. 4 lignes. City Power & Light, $310, solde impayé pour leur maison que j'avais promis de couvrir. Venmo à Rebecca, $150, bourse hebdomadaire pour la création de contenu. La liste continuait, services de streaming, primes d'assurance, factures internet. Je leur avais construit une cage dorée. Et je m'étais bêtement enfermé à l'intérieur avec eux, pensant que si je payais assez, si je les soutenais assez, j'achèterais leur amour ou au moins leur respect. Thomas m'avait traité de rigide, d'ennuyeuse, de rabat-joie. Il avait dit que je faisais en sorte que Rebecca se sente jugée. Est-ce que je la jugeais quand je payais son équipement photo? Est-ce que je la jugeais quand je payais ses amendes pour excès de vitesse? Il a dit que Martha ne pouvait pas se détendre. Était-elle incapable de se détendre parce que je réorganisais la cuisine, ou parce que j'étais la seule à remarquer quand le frigo était vidé à le remplir discrètement? Ma tristesse a commencé à durcir. Elle a refroidi, se solidifiant en quelque chose de dense et de lourd au creux de mon estomac. Ce n'était pas de la rage, pas encore. C'était une réalisation froide et clinique. Ils me considéraient comme un service public. Je n'étais pas différente pour eux de l'électricité qui sort du mur ou de l'eau qui coule du robinet. On ne remercie pas l'interrupteur parce qu'il fonctionne, on ne fait que le maudire quand il ne s'allume pas. Et il venait de dire à l'interrupteur qu'il n'aimait pas sa personnalité. J'ai essuyé mon visage avec le drap d'hôpital rêche. Je me suis assise, grimaçant à cause de l'élancement dans mon côté, et j'ai attrapé la carafe d'eau. J'ai versé un verre et je l'ai bu lentement. Thomas pensait qu'il avait tout le pouvoir parce qu'il était le patriarche, la voix forte en bout de table. Il pensait qu'en m'excluant, il me punissait. Il pensait qu'il pouvait blesser mes sentiments, prendre ma viande et faire sa fête. Mais dans son arrogance, dans sa hâte de m'humilier pendant que son enfant prodige, Rebecca, ricanait en arrière-plan, il avait oublié une chose cruciale, chaque service, chaque bien et chaque commodité dont il jouissait n'était pas seulement payé par moi, il m'appartenait. Les comptes étaient à mon nom. Les mots de passe étaient les miens. La responsabilité juridique était la mienne. J'ai regardé le téléphone à nouveau. Une notification est apparue, avertissement de consommation de données, l'iPhone 14 de Rebecca a utilisé 80% des données mensuelles. J'ai laissé échapper un petit rire sec. Ça m'a fait mal au ventre, mais ça m'a fait du bien.
vous en avez assez de faire semblant, ai-je chuchoté à la pièce vide. Pour comprendre pourquoi cet appel téléphonique était l'option nucléaire, il faut comprendre la dynamique de la maison dans laquelle j'ai grandi. Thomas a été contremaître d'usine pendant 30 ans. C'était un homme qui imposait le respect par le volume sonore et l'intimidation. Il était le roi de son château, et il nous a élevés dans la conviction que sa parole faisait loi. Mais quand l'usine a proposé des plans de retraite anticipés il y a 10 ans, il a accepté, supposant que sa pension couvrirait une vie de luxe. Ce ne fut pas le cas. C'était pile au moment où j'obtenais ma première grande promotion en logistique. J'avais 24 ans, j'avais faim de réussite et je gagnais bien ma vie. J'ai vu mes parents galérer et l'électricité coupée, des pâtes au dîner 5 soirs par semaine et je suis intervenu. Je m'occuperai de la facture d'électricité, papa, avais-je dit. Juste le temps que tu t'installes. Je mettrai le camion sur mon assurance, papa. C'est moins cher comme ça. Je ferai les courses cette semaine, maman. Juste le temps s'est transformé en une décennie. Puis il y avait Martha. Ma mère adorait l'idée d'être une matriarche, mais elle détestait le travail que cela demandait. Elle voulait être la grand-mère qui prépare des biscuits avec des ingrédients que j'achetais et qui organise les fêtes dans une maison que je payais pour chauffer, mais elle n'avait aucune personnalité. Elle se faisait l'écho de n'importe quelle opinion de Thomas. Si Thomas pensait que je travaillais trop, Martha soupirait et disait « Nicolas, tu devrais vraiment trouver un mari au lieu de courir après l'argent. » Et enfin, Rebecca. Rebecca avait 29 ans mais en paraissait 16. C'était le bébé, l'âme créative. Elle avait erré d'une école de mode à une école d'esthétique, puis à la photographie, abandonnant chaque fois que cela devenait trop toxique, ce qui signifiait qu'on attendait d'elle qu'elle arrive à l'heure. Maintenant, elle était influenceuse. Elle vivait dans la suite parentale de la maison de mes parents. Ils avaient emménagé dans la chambre d'amis pour lui laisser de l'espace pour créer. Elle conduisait une voiture pour laquelle j'avais co-signé. Elle mangeait de la nourriture que je payais. Et elle me détestait. Elle me détestait parce que j'étais le miroir qu'elle ne voulait pas regarder. Chaque fois que je passais dans mes vêtements de travail, épuisé mais avec succès, c'était un rappel de ce qu'elle ne faisait pas. Alors, elle a empoisonné l'ambiance. Elle murmurait à Thomas que j'étais condescendante. Elle disait à Martha que je les prenais de haut. L'ironie, c'est que je ne les prenais pas de haut, je veillais sur eux. Je me souvenais d'un incident spécifique il y a 3 mois. La chaudière avait lâché en plein hiver. Thomas m'avait appelé, paniqué. Il fait glacial, Nicolas. Le réparateur demande 4000 pour une nouvelle unité. J'étais en réunion avec un client à Tokyo. Je suis sorti, risquant mon poste, et j'ai appelé un contact que je connaissais dans le chauffage. J'ai fait installer une nouvelle unité le jour même au prix coûtant et j'ai payé la facture instantanément. Quand je suis passé ce week-end-là pour vérifier, Thomas n'a pas dit merci. Il a donné un coup de pied dans la nouvelle chaudière et a dit « Cette satanée machine est plus bruyante que l'ancienne. Ton gars nous a arnaqués. » Rebecca avait renchéri depuis le canapé, sans lever les yeux de son téléphone. « Ouais, Nicolas. Je n'ai même pas pu enregistrer mes stories à cause du bruit. Tu aurais dû nous demander avant. » J'avais ravalé ma colère à l'époque. Je m'étais dit que la famille, c'est la famille, et qu'on les aide quoi qu'il arrive. Je m'étais dit qu'ils étaient juste stressés. Mais allongé sur ce lit d'hôpital, le brouillard du déni s'est enfin levé. Ils n'étaient pas stressés, c'étaient des parasites. L'antagoniste n'était pas seulement Thomas et sa cruauté. C'était tout l'écosystème que j'avais entretenu. Thomas en était le visage bruyant et tyrannique, mais Rebecca était l'architecte de mon isolement, et Martha était la complice silencieuse. Thomas était un homme qui s'enorgueillissait d'avoir réussi par lui-même et d'être le chef de famille, pourtant il n'avait pas payé une facture de service public depuis 2014. Il se pavanait en vilain se vantant de son camion, de sa maison et de sa retraite réussie. Il avait construit toute son identité sur un mensonge que je finançais. Et maintenant, il voulait m'évincer. Il voulait m'humilier pour impressionner les parents qui venaient au barbecue. Il voulait passer pour le grand homme qui remet sa fille hautaine à sa place. Je l'imaginais en ce moment même, assis dans son fauteuil, buvant probablement une bière que j'avais payée, riant avec Rebecca de la façon dont il m'avait rembarré. Ils étaient probablement en train de planifier le menu pour samedi. Samedi. Le barbecue était dans 3 jours. J'ai ouvert mon tableur de dépenses familiales sur mon téléphone.
Mon pouce survolait les lignes de données. Si j'étais une étrangère pour eux, si j'étais quelqu'un qu'ils en avaient assez de faire semblant d'aimer, alors sûrement ils ne voudraient pas accepter la charité d'une étrangère. Ce serait insultant pour la fierté de Thomas, n'est-ce pas? Je n'allais pas crier. Je n'allais pas me battre. Je n'allais même pas les rappeler. En logistique, quand un client manque à un contrat ou viole les conditions de service, on n'envoie pas de lettres émotionnelles. On lance un arrêt de service. On coupe la chaîne d'approvisionnement. J'ai ouvert l'application de la compagnie d'électricité locale. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. L'hôpital était bruyant, certes, mais le vrai bruit était dans ma tête. J'ai passé les heures entre 2 heures du matin et l'aube à faire ce que je fais de mieux, auditer. J'ai traité ma famille comme un nœud défaillant de la chaîne d'approvisionnement. Dans mon métier, quand un fournisseur devient peu fiable et que les coûts dépassent la valeur des biens reçus, on ne devient pas émotionnel. On regarde le contrat, on trouve les clauses de sortie et on résilie. J'avais mon ordinateur portable, ma sœur l'avait déposé il y a 2 jours, en grommelant que j'avais intérêt à ne pas lui demander d'apporter autre chose et j'ai ouvert une nouvelle feuille Excel. Je l'ai intitulée « Opération Retour à la réalité ». D'abord, je me suis connecté au portail des services publics. Le compte de la maison familiale, une vaste villa de plein pied de 4 chambres que Thomas insistait pour garder malgré les coûts d'entretien, était à mon nom. Je l'avais repris il y a 6 ans quand Thomas avait oublié de payer la facture pendant 3 mois et qu'il risquait une coupure en janvier. Je suis allé sur l'onglet Statut du service. Solde actuel, $0. Paiement automatique, actif. Adresse de service prévue, 1402 Maple Drive. J'ai cliqué sur Arrêter le service. Une boîte d'avertissement est apparue, êtes-vous sûr? Cela coupera l'électricité de la résidence à la date sélectionnée. J'ai choisi la date, le samedi 15 juillet, le jour du barbecue. J'ai sélectionné le créneau horaire, de 12 h à 13 h. Thomas aimait servir à manger à 13 h pile. Il avait besoin du fumoir électrique pour la poitrine de bœuf, des grands ventilateurs commerciaux pour garder la terrasse au frais, et du système de sonorisation extérieure spécialisé pour diffuser sa playlist de rock classique. J'ai cliqué sur Confirmer. Ensuite, l'Internet. Le forfait Gigabit Ultimate sur lequel Rebecca insistait pour ses téléchargements. Je l'ai annulé avec effet le vendredi à minuit. Pas de Wi-Fi pour les invités. Pas de streaming. Pas de publication de stories. Puis est venue la partie la plus difficile, purement d'un point de vue sentimental, le camion. C'était un Ford F-150 King Ranch. Bel intérieur en cuir, toutes options. Thomas traitait ce camion mieux qu'il ne traitait ses enfants. Il le lavait 2 fois par semaine. Mais son crédit était ruiné à cause d'une affaire commerciale, une pyramide de Ponzi dans laquelle il était tombé en 2018. Donc, le bail était à mon nom. Je payais les $650 par mois. Je payais l'assurance. Je me suis connecté au portail Ford Credit. Le bail avait encore 4 mois avant l'option d'achat. J'ai lu les petits caractères sur la résiliation anticipée. Je pouvais faire une remise volontaire. Cela affecterait un peu mon score de crédit, mais j'avais un 820, je pouvais encaisser le coup. Mais j'ai vu une autre option, planifier la récupération de fin de bail. Je n'avais pas besoin de le rendre plus tôt et de plomber mon crédit. J'avais juste besoin d'exercer mon droit en tant que locataire pour réclamer le bien. J'ai lancé une demande de récupération de véhicule en raison d'un conducteur non autorisé. Techniquement, Thomas n'était plus répertorié comme conducteur principal sur la police d'assurance, c'était moi. Il était un opérateur autorisé, une autorisation que j'étais sur le point de révoquer. J'ai organisé un service de remorquage, un entrepreneur privé que nous utilisions au travail pour la reprise de possession des véhicules de flotte. Je l'ai programmé pour lundi matin. Je ne voulais pas gâcher l'intégralité de leur week-end avec le camion. L'absence d'électricité suffirait pour samedi. Le camion serait le remède à la gueule de bois du lundi matin. En creusant davantage dans les relevés bancaires pour m'assurer d'avoir capté chaque paiement automatique, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait des frais récurrents sur ma carte de crédit secondaire, celle que j'avais donnée à Martha pour les urgences seulement, il y a 3 ans, quand elle avait besoin d'aller chercher des ordonnances. Transaction en attente, SCPH, $245. Transaction en attente, Ulta Beauty, $180. Transaction en attente, Liquor Barn, $310. J'ai senti un frisson de froid me parcourir l'échine.
Cette carte n'était pas seulement pour les urgences. Il l'utilisait depuis des mois. J'ai fait défiler l'historique. Des milliers de dollars. Maquillage, alcool, vêtements. J'ai cliqué sur les détails de la transaction pour les frais de Liquor Barn. C'était daté d'hier. Ils achetaient l'alcool pour la fête à laquelle je n'étais pas invité en utilisant ma carte de crédit. Je n'étais pas seulement un rabat-joie. J'étais le traiteur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le service des fraudes de la carte de crédit. Je voudrais signaler une activité non autorisée, ai-je dit à l'agent, d'une voix calme et froide. Et je dois annuler cette carte immédiatement. Non, n'envoyez pas de remplacement à l'adresse enregistrée. Cette adresse est compromise. Au moment où le soleil s'est levé, j'avais démantelé toute l'infrastructure financière du 1400 de Maple Drive. Je me suis rallongé sur les oreillers, épuisé mais étrangement pleine d'énergie. J'avais arrêté l'hémorragie. Je suis sorti de l'hôpital le vendredi après-midi. Je ne suis pas allé chez mes parents. J'ai pris un Uber pour mon propre appartement, un sanctuaire calme et moderne en centre-ville que ma famille visitait rarement parce que le stationnement était compliqué. Samedi est arrivé avec une vague de chaleur. Il faisait 35 degrés Celsius avec 90% d'humidité et une couverture de chaleur étouffante et suffocante. J'étais assise dans mon salon climatisé en buvant un thé glacé, mon téléphone sur la table basse. 12 heures est passé. 13 heures. J'imaginais la scène. La poitrine de bœuf serait à mi-cuisson dans le fumoir électrique. Les invités et tantes, oncles, cousins que je n'avais pas vus depuis un an arriveraient. Thomas tiendrait sa cour, une bière à la main, faisant probablement une blague sur le fait que Nicolas n'avait pas pu venir. Elle est bien trop occupée à jouer les PDG. Rebecca serait sûrement en train d'essayer de filmer un TikTok de la décoration de la table. 13h30. Mon téléphone s'est éclairé. Appel entrant, papa. J'ai laissé sonner. Ça a ressonné immédiatement. Puis, un SMS de Rebecca, tu as oublié de payer la facture? Le courant vient de couper. C'est la honte. J'ai bu une gorgée de mon thé. Je n'ai pas répondu. Puis, un appel de Martha, puis Thomas à nouveau. Enfin, à 13h45, j'ai décroché. Allô? Nicolas. Thomas ne s'est pas contenté de parler, il a explosé. J'entendais le bruit de fond, pas de la musique ni des rires, mais des murmures confus et le bip distinct d'un détecteur de fumée dont la pile est déchargée. Le courant est coupé, le fumoir s'est arrêté, la clim est éteinte. On a 30 personnes ici et c'est un sauna. Oh, ai-je dit calmement. C'est fâcheux. Fâcheux? C'est un désastre. La viande va se gâter. J'ai vérifié le disjoncteur, il est bon. Est-ce que tu as payé la facture? Je parie que tu as oublié de payer cette foutue facture avec ton drame de chirurgie. Je n'ai pas oublié, papa, ai-je dit. Ma voix restait basse, calme, professionnelle. Je l'ai résilié. Il y a eu un silence si profond à l'autre bout du fil que j'ai cru que la communication avait coupé. Tu as quoi? J'ai résilié l'abonnement, ai-je répété. J'examinais mes finances pendant que j'étais à l'hôpital, tu sais, comme j'avais tellement de temps libre vu que je n'allais pas au barbecue. J'ai réalisé que je payais pour une maison où je n'habite pas, pour une fête où je ne suis pas la bienvenue. Tu es folle, a hurlé Thomas. Le semblant de patriarche bienveillant s'est envolé, c'était un tyran maintenant. Rétablis ça tout de suite. L'oncle Jerry est là. La nourriture est crue. Tu nous affiches. Je pense que tu t'affiches tout seul, papa, ai-je répondu. Tu m'as dit que tout le monde en avait marre de faire semblant de m'apprécier. Eh bien, je l'ai accepté. Et comme nous ne sommes plus proches, je me suis dit que tu ne serais pas à l'aise d'accepter la charité de quelqu'un que tu méprises. C'est comme ça que fonctionne la fierté, non? Ce n'est pas de la charité, c'est un devoir familial, a-t-il hurlé. J'entendais Rebecca hurler en arrière-plan, mon direct a coupé. Mon Wi-Fi est mort. Le devoir va dans les deux sens, ai-je dit. Tu voulais que je parte? Je suis parti. Et mon portefeuille avec moi. Tu as une pension, papa. Je suis sûr que tu peux appeler la compagnie d'électricité et ouvrir un compte à ton nom. Ils pourront peut-être envoyer quelqu'un d'ici lundi. Lundi? On aurait dit qu'il s'étouffait. On a des invités là maintenant.
Alors je suppose que vous feriez mieux de commander des pizzas. Oh, attends, n'utilise pas la carte de crédit bleue. Je l'ai déclaré volée hier. Tu l'as déclaré volée? Sa voix est descendue à un chuchotement dangereux. Petite ingrate de a-t-il craché. Tu rétablis ce courant ou quoi? J'ai interrompu, ma voix se durcissant. Tu vas me désinviter encore une fois? Tu n'as aucun moyen de pression, Thomas. Aucun. Profite de la chaleur. J'ai raccroché. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et j'ai ouvert un livre, mais je n'ai pas lu. Je fixais le mur, le cœur battant à tout rompre. C'était la première fois de ma vie que je lui raccrochais au nez. Mes mains tremblaient à pas de peur, mais sous l'effet de l'adrénaline de la liberté. Le silence du week-end était assourdissant, mais il n'était pas paisible. Je savais qu'il se démenait. J'ai vérifié mes réseaux sociaux le dimanche matin. J'avais été bloqué par Rebecca, mais j'avais un compte secondaire que j'utilisais pour mes études de marché. J'ai cherché son profil. Elle avait posté une longue vidéo en larmes, utilisant ses données mobiles depuis le parking d'un Starbucks. Certaines personnes sont tellement toxiques, pleurait-elle face caméra, essuyant une larme sèche. Ma propre sœur a saboté nos retrouvailles familiales. Elle a littéralement coupé le courant parce qu'elle était jalouse de ne pas être le centre de l'attention. Mon père a le cœur brisé. Nous sommes victimes d'abus financiers. Les commentaires étaient un mélange de sympathie et de confusion. Mon Dieu, c'est horrible et attends, pourquoi est-ce qu'elle paie ta facture d'électricité si c'est la maison de ton père? Rebecca supprimait les questions plus vite qu'elles n'apparaissaient. Ils essayaient de contrôler le récit, me peignant comme la vieille fille folle et vindicative qui se vengeait parce qu'elle n'était pas aimée. Ils ralliaient la famille élargie. J'avais 3 appels manqués de ma tante Linda, qui appelait probablement pour me faire la morale sur le respect des aînés. Mais je n'avais pas fini. Lundi matin, 8 heures, je me suis rendu à la maison. J'ai garé ma modeste berline de l'autre côté de la rue, 2 maisons plus loin. Je n'entrais pas, j'étais juste là pour signer les papiers. À 8h15, la dépanneuse à plateau est arrivée. C'était un véhicule massif, jaune et bruyant. Le chauffeur, un homme costaud nommé Mike à qui j'avais parlé au téléphone, s'est garé juste devant l'allée où le F-150 brillait sous le soleil matinal. Je suis sorti de ma voiture et je me suis approché. La porte d'entrée de la maison s'est ouverte brusquement. Thomas est sorti, portant toujours son bas de pyjama et un t-shirt taché. Il avait l'air exténué. La chaleur sans clim pendant 2 jours avait dû être brutale. « C'est quoi ce bordel » a crié Thomas en descendant l'allée. « Dégage ce camion de mon allée. » Mike, le chauffeur, est sorti avec un porte-bloc. Il était calme, professionnel, et 2 fois plus imposant que Thomas. « Je viens chercher un Ford F-150 de 2022. » Le locataire a demandé la reprise du véhicule. « Locataire ?» Thomas est devenu violet. « C'est moi le propriétaire. C'est mon camion. » En fait, ai-je dit en m'avançant sur le trottoir, ce n'est pas le cas. Thomas s'est retourné brusquement. Il m'a regardé avec une haine pure. « Toi !» Martha et Rebecca sont apparues sur le pas de la porte. Rebecca avait son téléphone sorti et filmait. « Tu essaies de voler son camion maintenant ?» a hurlé Rebecca pour son public. « Regardez ça, les amis. Elle est littéralement en train de voler notre propriété. » Ce n'est pas sa propriété, ai-je dit assez fort pour que le voisin, Monsieur Henderson, qui arrosait sa pelouse, puisse entendre. Le contrat de location est à mon nom, Nicolas Vance. Je paie les $650 par mois. Je paie l'assurance. Et comme j'en ai assez de faire semblant, j'en ai assez de payer pour un camion que je ne conduis pas. Tu me l'as donné, a hurlé Thomas en s'avançant vers moi. Mike s'est interposé entre nous, les bras croisés. Je t'ai laissé l'utiliser, l'ai-je corrigé. Sous l'idée que tu étais mon père qui m'aimait. Mais puisque je ne suis qu'une rabat-joie et un compte en banque, le marché est rompu. J'ai payé pour les améliorations, a crié Thomas, désespéré maintenant. J'ai mis le kit de suspension. J'ai mis la protection de Ben. Avec quel argent, papa, ai-je demandé. J'ai sorti une liasse de papier plié de mon sac. Avec l'argent du prêt pour travaux que tu m'as demandé de co-signer il y a 3 ans. Celui qui, selon toi, était pour une nouvelle toiture. J'ai brandi le relevé bancaire que j'avais déniché lors de mon audit du samedi.
Rebecca a baissé son téléphone. Son visage est devenu livide. C'est un mensonge, s'est écriée Martha depuis le porche, retrouvant sa voix. On a utilisé ça pour la maison. Les relevés bancaires ne mentent pas, maman, ai-je dit en agitant le papier. Thomas a regardé les voisins. Monsieur Henderson regardait, bouche bée. L'illusion du contremaître à la retraite prospère était en train de se fissurer en temps réel. Tu ne peux pas prendre le camion, a chuchoté Thomas, sa voix tremblant d'un mélange de rage et de peur. J'en ai besoin. J'ai des courses à faire. Tu as des jambes, ai-je dit froidement. Je me suis tourné vers Mike. Emmenez-le. Non. Thomas s'est jeté sur la poignée de porte du F-150. J'ai le double, ai-je dit en les lançant à Mike. Mike les a attrapés, a sauté dans la cabine et a démarré le moteur. Le grondement du V8, d'habitude la fierté de Thomas, sonnait maintenant comme un glas. Alors que le camion était chargé sur le plateau, Thomas restait dans l'allée, vaincu, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Mais ce n'était pas du remords sur son visage, c'était de la panique. Nicolas, dit-il, son ton passant à une supplication pathétique. Nicolas, attends. Parlons-en. Tu surréagis. On peut arranger ça. Les voisins regardent. Laisse-les regarder, ai-je dit. Peut-être qu'ils pourront expliquer pourquoi la fraude est une mauvaise idée. Mais alors que Mike fixait les chaînes, Rebecca a couru dans l'allée, son téléphone de nouveau levé. Tu te crois si maligne, a-t-elle sifflé, l'objectif de la caméra à quelques centimètres de mon visage. Attends que tout le monde sache que tu as abandonné tes parents malades. Je vais te détruire. J'ai regardé l'objectif de son téléphone, puis Thomas, puis l'emplacement vide où se trouvait le camion. Tu n'as pas besoin de me détruire, Rebecca, ai-je dit calmement. J'ai juste arrêté de vous sauver. Je me suis retourné pour retourner à ma voiture, mais Thomas a crié une dernière chose, tu pars maintenant et tu es rayé du testament. Tu n'auras rien. La maison, les obligations, tout va à Rebecca. Je me suis arrêté. Je me suis retourné lentement. Le testament, ai-je demandé, un sourire amer au coin des lèvres. Au courant de quoi? J'ai fait une recherche de titres sur la maison ce matin, ai-je dit, clouant le cercueil. Tu n'as plus de maison à léguer à qui que ce soit. La convocation est tombée mardi pas de la part de Thomas ou de Rebecca, mais de la tante Linda. Linda était la sœur aînée de mon père, la matriarche autoproclamée du clan familial. C'était une femme qui croyait au maintien des apparences avant tout, et elle m'avait convoqué à ce qu'elle appelait une médiation familiale. Il faut que tu viennes ici, Nicolas, avait-elle dit, sa voix suintant une autorité déçue. Tes parents sont assis dans le noir. Ton père fait un malaise cardiaque. Nous sommes tous là. Tu dois les regarder dans les yeux et expliquer pourquoi tu essaies de les tuer. J'aurais pu refuser. J'aurais pu bloquer son numéro et rester dans mon appartement frais et calme. Mais la comptable en moi avait besoin de clôturer les comptes proprement. Je ne pouvais pas laisser le grand livre ouvert, je devais présenter l'audit final. Je suis arrivé au 1402 Maple Drive à 18h. La scène était presque pathétique. Un groupe électrogène bruyant à essence, probablement emprunté à l'oncle Jerry, pétaradait sur la pelouse, alimentant une seule rallonge qui passait par la fenêtre de devant. La pelouse, habituellement entretenue par un service que je payais, semblait déjà négligée. Je suis entré. La maison était étouffante. Le générateur n'alimentait qu'un ventilateur et le réfrigérateur. La climatisation centrale était totalement silencieuse. Dans le salon, on aurait dit un tribunal. Thomas était assis dans son fauteuil inclinable, l'air dégonflé et en sueur, tenant un chiffon humide sur son front. Martha pleurait doucement sur le canapé. Rebecca était assise en tailleur sur le sol, l'air boudeur, tandis que la tante Linda, l'oncle Jerry et deux cousins se tenaient les bras croisés, formant un mur de jugement. Elle est là, a marmonné Rebecca, sans quitter son téléphone des yeux. Nicolas, tante Linda s'est avancée. Je suis horrifié. Vraiment horrifié. Je savais que tu étais concentré sur ta carrière, mais je ne pensais pas que tu étais sans cœur. Regarde ton père. C'est une épave. Il a l'air d'avoir chaud, ai-je dit calmement, restant debout près de l'entrée. Peut-être qu'il devrait payer la facture d'électricité. Ce n'est pas une question de facture, aboyait l'oncle Jerry.
C'est une question de respect. Tu as saisi son camion. Tu leur as coupé les vivres. Ces gens t'ont élevé. C'est moi qui les ai élevés, ai-je corrigé, la voix ferme. Pendant 10 ans, j'ai porté cette famille. J'ai payé chaque facture importante. Je les ai sortis des dettes. Et en retour, on m'a dit que j'étais une rabat-joie et que tout le monde en avait marre de faire semblant de m'aimer. Alors, j'ai arrêté de payer pour le privilège d'être insulté. Ce n'était que des paroles, a gémi Thomas depuis son fauteuil. On dit des choses quand on est stressé. Tu n'étais pas obligé de devenir radical. Ce n'était pas le stress, papa. C'était la vérité. Tu l'as dit sur haut-parleur en riant, ai-je répondu. Mais on a dépassé ça. Tu as mentionné le testament lundi. Tu as menacé de me déshériter et de laisser la maison à Rebecca. Je me suis approché de la table basse et j'ai posé une épaisse enveloppe Kraft dessus. Le bruit a résonné dans la pièce silencieuse. C'est quoi ça? A demandé tante Linda, regardant l'enveloppe avec méfiance. La vérité, ai-je dit. Papa a essayé de me menacer avec mon héritage. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'héritage. Thomas ne possède pas cette maison. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Même le générateur à l'extérieur a semblé se taire. Bien sûr que je la possède, a crié Thomas en se redressant, le visage rouge. J'ai fini de payer l'hypothèque en 98. C'est vrai, j'ai acquiescé. Et puis, il y a 5 ans, tu as contracté un prêt viager hypothécaire auprès d'un prêteur prédateur parce que tu voulais investir dans cette opportunité crypto dont ton pote t'avait parlé. Tu te souviens? Tu as imité la signature de maman sur les formulaires de consentement. Martha a arrêté de pleurer. Elle a relevé la tête, les yeux écarquillés. Quoi? Je ne voulais pas aborder le sujet, j'ai continué, m'adressant à l'assemblée mais regardant Thomas droit dans les yeux. Je l'ai découvert il y a 3 ans lorsqu'un avis de retard de paiement est arrivé dans mes emails parce que mon nom est lié au compte de service public à cette adresse. Le prêteur pensait que j'étais la propriétaire. J'ai enquêté. Papa a pris un versement forfaitaire de près de $200 000 sur la valeur de la maison. $200 000, a halté Rebecca. Où est passé cet argent? Je dirais au jeu, perdu dans de mauvais investissements, et dépensé pour maintenir l'image du retraité riche, j'ai montré les documents du doigt. Les conditions du prêt viager sont strictes. On doit entretenir la propriété. On doit payer les taxes foncières et l'assurance. Je payais l'assurance, papa. J'ai arrêté ça lundi aussi. Thomas semblait se recroqueviller dans son fauteuil. Ses fanfaronnades avaient disparu. Il ressemblait à un animal acculé. De plus, ai-je ajouté, portant le coup de grâce, le contrat stipule que si la maison n'est plus la résidence principale de l'emprunteur, ou si l'emprunteur ne peut pas maintenir les services publics et l'entretien, le prêt devient exigible immédiatement. Avec le courant coupé et l'assurance expirée, le prêteur sera informé dans les 30 jours. Ils vont saisir. Tu ne peux pas laisser faire ça. A bafouillé tante Linda, regardant Thomas puis moi. Nicolas, tu as de l'argent. Tu peux arranger ça. Tu peux payer l'assurance. Tu peux payer les factures. Je pourrais, j'ai convenu. Mais pourquoi le ferais-je? Rebecca est l'héritière, n'est-ce pas? La maison lui revient. Eh bien, voici la réalité, la maison a une valeur nette négative. Si papa meurt ou déménage, la banque la prend. Rebecca, tu n'hérites pas d'une maison. Tu hérites d'un avis d'expulsion. Rebecca s'est levée, les poings serrés. Elle s'est tournée vers Thomas. Papa, c'est vrai? Tu as dépensé l'argent? Tu avais dit que tu avais un portefeuille d'actions. J'essayais de bâtir quelque chose, a hurlé Thomas, la voix brisée. J'essayais de devenir riche pour nous. Tu jouais au jeu, ai-je cinglé, et maintenant c'est fini. La mascarade est terminée. J'ai regardé tante Linda. Tu voulais une médiation. Voici le règlement, Thomas et Martha sont ruinés. Ils vivent dans une maison qui appartient à la banque, brûlant de l'essence qu'ils ne peuvent pas se payer, en attendant une saisie. Je suis la seule raison pour laquelle ils ont tenu aussi longtemps. Et j'ai fini. Nicolas, s'il te plaît, Martha a enfin parlé. Sa voix tremblait. Elle s'est levée et a tendu une main vers moi. Je ne sais pas, maman, ai-je dit, ressentant une tristesse étrange et creuse dans ma poitrine.
Ce n'était pas de la culpabilité, c'était de la pitié. Peut-être que vous pouvez loger chez tante Linda. Elle semble très préoccupée par le devoir familial. Tante Linda a fait un brusque pas en arrière, les yeux écarquillés par la panique. Attendez un peu, je n'ai pas la place. Et voilà, ai-je dit, ramassant mon sac à main. Tout le monde fait partie de la famille jusqu'à ce que la facture arrive. Au revoir. Je me suis retourné et je suis sorti. Derrière moi, les cris ont commencé. Ils n'étaient plus dirigés contre moi, Rebecca hurlait sur Thomas, Martha sanglotait, et l'oncle Jerry gueulait à propos du générateur. Je suis sorti dans l'air humide de la soirée, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Les retombées ont été rapides et brutales. Sans mon bouclier financier, la réalité s'est abattue sur le 1400 de Maple Drive comme un raz-de-marée. Je n'ai rien eu d'autre à faire, la gravité a pris le dessus. En une semaine, le prêteur a été informé de l'expiration de l'assurance. La procédure de saisie a commencé plus vite que prévu, probablement parce qu'il cherchait une raison de saisir le bien depuis des années. Thomas a essayé de se battre, mais il n'avait pas d'argent pour un avocat. Il m'a appelé 7 fois par jour la première semaine, des messages vocaux allant de la rage hurlante, espèce de traîtresse ingrate, aux sanglots pathétiques, Nicolas, ma chérie, s'il te plaît. Je suis un vieil homme. Tu ne peux pas me laisser vivre à la rue. Je n'ai pas bloqué les numéros. Je les ai archivés. J'en ai eu besoin pour l'ordonnance de protection que j'ai fini par demander quand Thomas s'est présenté à mon immeuble de bureau en essayant de hurler sur les agents de sécurité pour qu'ils le laissent entrer. Ce fut un tournant pour moi. Voir mon père, l'homme qui me terrifiait autrefois avec sa voix de stentor, être escorté hors des lieux par un vigile de 20 ans nommé Dave. Cela a brisé le dernier maillon de peur qui me restait. Ce n'était pas un monstre. C'était juste un homme triste et colérique qui avait fait de mauvais choix. La maison a été saisie 2 mois plus tard. Le drame familial s'est répandu sur les réseaux sociaux. Bien sûr, Rebecca a essayé de détourner le récit à nouveau, mais cela s'est retourné contre elle. Quand elle a posté qu'elle était sans abri, les gens ont déterré ses anciens posts, les voyages coûteux, les sacs de créateurs, le camion, et ont demandé pourquoi elle ne les avait pas vendus. Elle a été démasquée comme une fraudeuse. Elle a fini par emménager chez un petit ami qu'elle ne connaissait que depuis 3 semaines. Aux dernières nouvelles, cela n'a pas duré, et elle squattait les canapés d'amis du lycée qui perdaient rapidement patience avec elle. Thomas et Martha ont été forcés d'emménager dans un petit 2 pièces subventionné à l'autre bout de la ville. C'était une chute brutale par rapport à leur grand pavillon. Leur cercle social s'est évaporé. Tante Linda et l'oncle Jerry ont cessé de les inviter, prétendant ne pas vouloir se mêler de l'affaire, mais en réalité, ils étaient terrifiés à l'idée que Thomas leur demande de l'argent. Quant à moi, le silence dans ma vie n'était plus synonyme de solitude, il était paisible. J'avais passé toute ma vie d'adulte à me préparer au choc, à attendre la prochaine crise, la prochaine facture, la prochaine exigence. Maintenant, mon argent m'appartenait. Mon temps m'appartenait. 2 semaines après que la saisie a été finalisée, j'ai retrouvé mon amie Sarah pour dîner. Sarah était ma colocataire à l'université, la seule personne qui me répétait depuis des années que ma famille était toxique. Je l'avais toujours ignorée, prenant leur défense. Nous étions assises à la terrasse d'un bon restaurant italien. J'ai commandé une bouteille de vin, un Barolo coûteux que je n'aurais jamais acheté auparavant parce que papa a besoin de l'argent pour le crédit du camion. À la liberté, a dit Sarah en levant son verre. À la réalité, ai-je répondu, en trinquant contre le sien. Comment tu te sens, a-t-elle demandé, ses yeux cherchant sur mon visage des signes de regret. J'ai bu une gorgée de vin. Il était riche, complexe et parfait. J'ai l'impression de venir de poser un sac à dos rempli de pierres que je portais depuis mes 22 ans, ai-je dit. Honnêtement, l'idée de me manque, Sarah. L'idée d'avoir un père fier de moi et une sœur qui soit mon ami me manque. Mais eux, ils ne me manquent pas. C'est le deuil, dit doucement Sarah. Tu pleures la famille que tu méritais, pas celle que tu avais. Elle a tendu la main de l'autre côté de la table et a serré la mienne. C'était un petit geste, mais il signifiait plus pour moi que 1000 je t'aime creux de mon père. Ce fut ma réconciliation non pas avec les abuseurs qui me considéraient comme un distributeur automatique, mais avec cette partie de moi-même qui croyait devoir payer pour être aimé. J'avais enfin appris la leçon la plus importante en logistique, on ne peut pas maintenir un système qui ne produit rien d'autre que des déchets. Il faut couper la ligne.
Mon téléphone a vibré sur la table. C'était un SMS d'un numéro inconnu. Niki, c'est maman. On est à l'appartement. La clim est en panne ici aussi. Ton père a vraiment du mal. S'il te plaît, juste $500. On a retenu la leçon. On t'aime. J'ai regardé le message. J'ai regardé le mot amour ajouté à la fin comme une étiquette de prix. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je me sentais juste libéré. J'ai appuyé sur bloquer. Ensuite, je me suis servi un autre verre de vin et j'ai commandé les calamars. J'avais une vie à vivre, et pour la première fois depuis toujours, je pouvais enfin me permettre d'en profiter.